nouvelle édition d'un atelier, d'un point, d'un focus sur un événement, sur une dynamique. Et en l'occurrence, pour le Mali, nous allons mettre l'accent sur la coopération décentralisée telle qu'aujourd'hui elle fonctionne entre le Mali et la France. Et dans un deuxième temps, nous aborderons un plateau, un sommet, Afrique-France, qui doit avoir lieu en janvier, je crois, à Bamako, et dont nous ferons de façon moins importante dans le temps un petit état des lieux. Comment se prépare-t-il et quels en seront les temps forts? Bertrand Faure, je vous laisse ma place avec grand plaisir. Je ne vais pas vous quitter pour autant. Vous êtes habitué de ce plateau. Je vais vous présenter les invités du Mali et je les remercie d'emblée de lever la main pour bien se signaler à notre auditoire. Où est Guy-Michel Chauveau? Où est-il? Il est à mes côtés, président du groupe Mali des Cités Unies France. Vous êtes membre également de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et député maire de La Flèche. Tiens, prenez un micro, je vais vous donner l'occasion d'essaimer un petit peu la bonne parole. Oui, peut-être. Guy-Michel Chauveau, avant de lancer ce sujet sur l'état de la coopération entre le Mali et la France, la commune de La Flèche, est-ce qu'elle est très active en matière de coopé? Elle a 7 ou 8 coopérations en Europe, en Afrique et puis en Pologne. Alors aussi nos amis polonais arrivent à la fin de la semaine ici. Donc en effet c'est une longue pratique avec l'Allemagne depuis 40 ans et d'autres pays depuis une trentaine d'années. Et puis depuis Marcala au Mali depuis une quinzaine d'années maintenant. D'accord, une longue pratique. Et qu'est-ce que vous avez pu observer comme changement dans la façon dont la coopération se mettait en place avec une collectivité d'un autre continent? C'est tout à fait différent puisque nous portons beaucoup plus ensemble de projets, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, mais aussi dans les échanges culturels notamment. Votre voisin s'appelle Boubacar Ba, et cela. Voilà, je vous découvre en même temps que votre nom et cette feuille, puisque tout cela est un tout petit peu rock'n'roll. Ça a été mis en place il y a 5-7 minutes. Vous êtes en revanche depuis longtemps maintenant président de l'association des municipalités du Mali. Oui. Est-ce cela? Combien de collectivités regroupez-vous ainsi dans cette association? C'est 704 collectivités, 703 communes plus le district Bamako. Qu'est-ce que vous essayez de porter comme dynamique au sein de cette association des municipalités maliennes? Tout d'abord, de montrer la visibilité de ces collectivités-là au niveau national. L'association des municipalités du Mali est présente dans au moins 60 commissions et conseils d'administration au Mali. Notamment, je peux citer le Conseil supérieur de l'agriculture, le Conseil supérieur de l'éducation, etc. Donc nous avons une visibilité nationale. Maintenant, une dynamique externe qui est la coopération décentralisée, principalement avec les collectivités françaises. Je l'ai trouvé en chemin et nous l'avons approfondi. Et la crise du Mali a été un accélérateur de cela, qui fait que nous avons mobilisé Guy-Michel Chauveau, Bertrand Gallet et d'autres au niveau français ici, les affaires étrangères, l'Assemblée nationale, le Sénat, pour mobiliser la solidarité de la France à l'endroit du Mali. Donc déjà, sur le plan politique, cela a été fait, sur le plan diplomatique et sur le plan économique et sur le plan de la solidarité en termes humanitaires. Nous avons mis en place le fonds de solidarité qui a été abondé par les collectivités françaises pour gérer l'eau, l'éducation et la santé. Bertrand Faure et Bertrand Gallet, quelle place singulière occupe le Mali dans vos efforts respectivement au titre de l'action extérieure des collectivités territoriales, Bertrand Faure et Bertrand Gallet au titre de Cités Unies France? Quelle place le Mali occupe-t-il dans vos cœurs ou dans votre quotidien? Alors, je ne vais pas parler au nom de Cités Unies France, je vais laisser l'autre Bertrand le faire, il le fera beaucoup mieux que moi. Pour la France, écoutez, pour le ministère des Affaires étrangères, le Mali c'est un pays, un partenaire je dirais historique. Je veux dire, les relations entre le Mali et la France sont tellement riches, tellement humaines dans tous les domaines qu'il est difficile de les décrire globalement. Nous avons des relations particulièrement denses dans tous les domaines de la coopération. Évidemment, la crise due au problème dans le Sahel,
a ralenti tout cela. Ce que je constate, c'est que les collectivités maliennes, les mairies, les communes ont été particulièrement engagées pendant tout le processus et les partenaires français ont accompagné leurs partenaires maliens également dans tout le processus. Et c'est ça qui est remarquable et ce qui permet aujourd'hui justement de redémarrer avec une base solide. Voilà. Bertrand Gallet, au titre de Cités Unies France. Le Mali, c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de coopération. Le Mali fait partie des 3 ou 4 pays où il y a le plus de coopération avec les collectivités françaises. Le Mali est aussi exemplaire dans la mesure, enfin exemplaire si je puis dire, mais c'est vrai que la crise du Mali, c'est un des rares cas où les collectivités locales ont accompagné la crise, ont essayé d'y apporter des remèdes, souvent en direct et souvent en se substituant à l'État malien, je pense au nord du Mali, quand l'État malien n'était plus, les fonctionnaires n'étaient plus présents. Et les maires maliens, les élus maliens ont travaillé très étroitement avec les élus français. Il est sorti de tout ça une vraie dynamique collective, franco-malienne, qu'on a bien l'intention de poursuivre. Autre oratrice de ce parterre. Bonjour madame, vous êtes Diallo Salimata Ouattara, vous êtes chef de cabinet. Ouattara, merci. Chef de cabinet au ministère de la décentralisation et de la réforme de l'État. Oui, c'est cela. Peut-être nous dire s'il y a une actualité forte autour de la décentralisation dans votre pays. On sait que bien des pays francophones sont attirés par ce type de structuration institutionnelle. Est-ce que c'est le cas chez vous également? Oui. Avez-vous beaucoup de travail, autrement dit? Oui, beaucoup de travail actuellement au ministère de la décentralisation et de la réforme de l'État. Nous accompagnons les collectivités pour la prise en charge de leur développement et nous sommes chargés des réformes majeures. Parce que vous savez que le Mali est en train de sortir d'une crise et que l'accord pour la paix et la réconciliation a précisé un certain nombre de décisions à prendre. Et, ce qui concerne les réformes et la régionalisation est parmi ces réformes. La mise en place des autorités intérimaires et tant d'autres projets sont actuellement au niveau du ministère de la décentralisation. Est-ce que cette décentralisation est bien partie? Oui, parce que le Mali, si je peux m'exprimer ainsi, est l'un des premiers pays africains quand même à mettre dans ses activités la décentralisation. Nous sommes pionniers en la matière et beaucoup d'autres pays africains prennent l'exemple sur le Mali en matière de décentralisation. Qu'est-ce qui, pour en finir sur ce sujet, qu'est-ce qui grippe un petit peu, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui en 2016 dans le cadre de cette extension de la délégation de compétences de l'État aux collectivités locales? Bon, il n'y a pas, disons, de blocage ou autre, mais bon, ça suit son cours normal. Et actuellement, il y a beaucoup de compétences qui ont été transférées aux collectivités, en plus de l'éducation, la santé, l'hydraulique et tant d'autres compétences, sans parler des ressources humaines aussi qui sont transférées aux collectivités maliennes. D'accord. Et la prochaine étape institutionnelle ou pratique, quelle est-elle dans les 12 mois qui viennent? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir de la décentralisation à la malienne? Bon, nous sommes actuellement en train de relire la Constitution. Et déjà, il y a un comité qui est en place, qui a commencé à travailler il y a de cela 1 mois sur la relecture de la Constitution en conformité au texte de l'accord pour la paix et la réconciliation. D'accord, très bien. Bon chantier constitutionnel cette fois. Et Abdoulaye Coulibaly, bonjour monsieur, vous êtes président du CNOSAF, qui est la cheville ouvrière du prochain sommet Afrique-France, qui se déroulera donc en janvier à Bamako. Oui, bonjour. Il n'y a pas de changement?
Il n'y a pas de changement. Surtout que je suis en famille ici. Alors vous allez nous dire, alors on va peut-être parler de cela et ensuite de coopération décentralisée, où en est le Mali avec la France et inversement. Évacuer entre guillemets ce sujet, où en est ce congrès, ce sommet, comment se prépare-t-il, et puis quels en sont les enjeux, et ça on pourra demander à chacun volontaire de nous dire ce qu'il en attend de cet acte de refondation, ai-je cru comprendre. Non, ce sommet avance bien dans la préparation. Dans la culture africaine, quand on a la charge d'un grand événement, on va aller chez ses amis, ses grands partenaires, pour leur présenter l'événement, d'où notre présence ici aujourd'hui. Et je salue Bertrand Faure, parce que son mot est si fort, il a dit ceci: nous avons des relations si riches et si humaines. L'autre Bertrand a ajouté une vraie dynamique franco-malienne. Voilà pourquoi nous sommes fiers. Alors, mon ami Chauveau, qui est un grand marabout du Mali, aussi est là. Hein, il vient d'appeler un Malien de la Flèche pour qu'il fasse des prières pour la réussite du sommet. Voilà. Et donc, en fait, l'Afrique est déjà présente sur ce plateau. Merci à tous ces amis du Mali avec lesquels, dans la complicité, nous travaillons depuis quelques mois à la préparation de ce sommet qui avance très bien. Sur le plan de l'hébergement, nous sommes à point. Sur le plan de l'accueil, les choses sont vraiment bien avancées. Sur le plan de la sécurité, point besoin de vous dire qu'encore une fois, main dans la main avec nos amis de la France, et d'ailleurs, nous sommes en train d'avancer sérieusement. Et nous sommes là aujourd'hui pour mobiliser tous les autres amis du Mali. Parce qu'au Mali, Madame l'a dit tout à l'heure, nous sommes un pays phare dans le domaine de la décentralisation. Donner le pouvoir aux gens localement. Donc nous sommes venus aujourd'hui parce que nous avons décidé que cette fête du sommet ne sera pas une fête seulement des gens de Bamako, pas seulement des gens des villes, mais de toutes les localités. Voilà pourquoi nous sommes venus voir les amis, pour qu'ils aident, qu'ils accompagnent déjà les collectivités à ce que toutes ces collectivités se mobilisent pour en fait une fête populaire. Et parce que la France et l'Afrique ont décidé de donner ce sommet au Mali après le sommet de 2005. Si le Mali devait attendre son tour, parce que le sommet c'est chaque 2 ans, si le Mali devait attendre son tour pour avoir un autre sommet, on aurait attendu plus d'1 siècle. Et ce signal fort de solidarité de la France et de l'Afrique, nous tenons à vous dire merci pour ça. Et encore une fois, merci pour l'accompagnement. Monsieur Coulibaly, il y a les enjeux sécuritaires, d'organisation, de communication. L'enjeu politique de ce sommet Afrique-France, quel est-il d'après vous? Et on pourra ouvrir après le bal des contributions en demandant à vos voisins ce qu'ils attribuent comme enjeu, comme perspective autour de cette date de janvier. L'enjeu majeur, c'est, vous savez, quand un pays passe par une crise, il est secoué, il souffre. C'est là où les vrais amis vous tendent la main et vous disent, nous sommes là, pour que vous repreniez votre place dans le concert des nations. Le grand enjeu de ça, c'est de permettre, de montrer à la communauté financière déjà que le Mali est une destination. L'autre élément important de ce sommet, c'est que le Mali, qui fut un grand pays démocratique, reprend sa place, toute sa place. Lorsqu'on voit 60 délégations du monde, le patron du FMI, de la Banque mondiale, de l'Union africaine, tous ces gens réunis au Mali, ça veut dire que la destination Mali devient à nouveau fréquentable. Donc politiquement, cela est très important. Madame, messieurs, est-ce que vous voulez compléter cette réponse autour de l'enjeu lié au sommet de Bamako? Oui, je veux bien commencer si vous voulez. Nous pensons que pour la mise en œuvre des accords de paix, donc que nous avons suivis depuis le début, bien sûr, à Alger, et sur les péripéties qui s'en suivent, parce qu'on a l'impression d'ici que cela traîne un peu, mais il faut aussi le temps, comme on dit, laisser le temps au temps. Et donc que dans ce cadre-là, le travail qui a été fait dans la coopération décentralisée, la connaissance finalement des uns et des autres, je rappelle que la coopération décentralisée
avec le Mali a démarré dans les années 70, 74, avec Koutiala, Angers, etc., Bamako. Et donc ce long travail et cette connaissance finalement des élus entre eux est un meilleur vecteur pour mettre en œuvre les projets qui sont dans les accords de paix. Car nous pensons que la réconciliation, elle vient aussi, bien sûr, après le travail qui est fait, avec le travail qui est fait par la commission de réconciliation, présidée maintenant, je crois, par notre ami Moussa Sinko. Et ce qui est essentiel, c'est que les uns et les autres, sur les territoires, s'approprient tous les projets qui sont dans cet accord de paix. Et qu'il y a là vraiment un outil considérable, important, pour aller dans le sens, n'est-ce pas, que nous souhaitons d'un État malien unique, mais qui va de l'avant. Et qui permette, en plus, de mettre en place ce que nous souhaitons, ce que vous souhaitez, c'est-à-dire la démocratie locale dans le cadre de la décentralisation, qui, je le rappelle souvent à nos amis français, les premiers textes de la décentralisation datent avec notre ami Ousmane Sy des années 95. Donc ce n'est pas très récent, il y a déjà une pratique. Messieurs, est-ce que... En ce qui me concerne, je ne saurais mieux dire que ce que vient de dire Guichel Chauveau quant à l'intérêt vraiment de ce sommet pour que les collectivités, justement, contribuent à précisément ce que vient de dire M. Chauveau, l'approfondissement, la mise en pratique des accords d'Alger. Au-delà, un sommet Afrique-France est toujours un moment important. Un moment important pour la France, un moment important pour l'Afrique. Non seulement ça sera l'occasion de parler de sécurité, de rappeler qu'il y a eu aussi une grande solidarité des pays riverains du Mali vis-à-vis du Mali pendant la crise, c'était important également, mais au-delà de ça, de lever un petit peu la tête et de voir un peu l'avenir, de regarder, de parler création d'emplois, de parler écologie et développement durable, de parler développement économique, car c'est aujourd'hui les questions qui se posent en Afrique et qui se posent évidemment au Mali. C'est pas seulement des questions d'ailleurs, c'est aussi des réalisations, de l'activité. Il y a des taux de croissance qui sont très importants aujourd'hui en Afrique, on oublie de le dire bien souvent, et qui devraient attirer beaucoup plus d'investissements, d'activités, etc. Et évidemment, la coopération décentralisée peut y contribuer également. Monsieur Gallet, pour... Oui, sur la question des collectivités et du sommet, je crois que le président de la République française avait proposé qu'il y ait une journée ou une rencontre, en tout cas, des collectivités françaises et des collectivités africaines. C'est une question dont on va évidemment parler parce que ça permettrait en même temps de travailler sur les coopérations franco-maliennes et d'élargir évidemment le champ à l'ensemble de l'Afrique. Donc on va rapidement essayer de clarifier cette question et évidemment qu'on est tout à fait disposé à faire toute la communication autour de cet événement s'il a lieu, mais je crois qu'il aura lieu. Sur l'aspect plus global du sommet France-Afrique, je crois que, comme l'a dit l'autre Bertrand à côté de moi, il y a des énormes enjeux. Moi, j'insisterai uniquement sur l'enjeu sécuritaire. On a entendu ce matin le ministre camerounais nous parler de Boko Haram. Je crois que ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe maintenant en Afrique centrale, ce qui se passe en Libye, toutes ces questions-là sont des questions qui sont extraordinairement graves et qui méritent un vrai dialogue franco-africain qui dépasse les débats sempiternels et un peu dépassés sur la France-Afrique. Il y a toujours des journalistes qui continuent à en faire des kilos là-dessus. Je crois que c'est plus du tout le débat. Il y a vraiment une nouvelle solidarité qui s'est créée à partir du Mali entre le peuple français et les peuples sahéliens. Il faut que l'Afrique soit en mesure de prendre en charge sa propre défense. C'est un travail que fait l'Union africaine et qui est encore un long travail. Toutes ces questions-là, malheureusement, rendent très très nécessaire ce sommet, au-delà des questions classiques d'échanges économiques et d'échanges traditionnels entre États. Mais ce qui est important, d'abord, je voudrais rassurer nos amis, le sommet aura lieu les 13 et 14 janvier. Donc les dates sont fixées déjà avec un thème précis, partenariat pour la paix et l'émergence. Et il est important de souligner, parce que quand on parle de terrorisme, de Boko Haram, aujourd'hui nous sommes dans un monde complexe, mais cela ne doit pas nous empêcher de vivre. Nous devons garder la sagesse et continuer, parce que l'objectif des terroristes, c'est terroriser pour empêcher de vivre.
Donc, aller dans ce sens, c'est jouer leur jeu. Je pense que la solidarité que la France est en train de démontrer, d'ailleurs, on va le traiter dans la partie paix, parce que la France va aider, et comme elle a toujours fait, parce que c'est l'occasion pour moi et pour nous de rendre hommage à la France, parce que Serval est venu donner la liberté au Mali. Et Serval, parce qu'il est important, et je le dis souvent, lorsque la crise malienne est apparue, beaucoup de personnes pensaient que c'était un problème malien. Mais quand l'onde de choc est partie à In Amenas, en Algérie, la crise était la frontière de l'Europe. L'Europe a compris qu'elle était concernée et que nos destins sont liés. C'est très important de savoir ça. Donc la France vient au Mali, elle vient aussi aider l'Europe. Le Mali, c'est un pays qui a 7 pays frontières. 7 pays frontières, si le Mali est déstabilisé, on déstabilise 7 pays. Donc stratégiquement, s'occuper du Mali, c'est s'occuper de l'Afrique, parce que vous avez vu, l'onde de choc est partie jusqu'au Cameroun. Pourtant, le Cameroun est loin. Mais à In Amenas en Algérie, il y avait 800 otages de 14 pays différents. Parmi ces 14 pays, il y a la Colombie, la Malaisie, le Japon, le Mexique. C'est des pays qui n'ont pas de frontières avec le Mali. Ça veut dire que la menace est globale. À partir de là, on a besoin de solidarité. Et donc, tenir ce sommet au Mali, c'est aussi un soutien fort au Mali, mais c'est aussi le signal fort de solidarité internationale. Donc, la thématique qu'on va traiter, qui est partenariat pour la paix et l'émergence, nous allons mobiliser. C'est là où c'est important, parce qu'il y aura un certain nombre de forums avant, le forum des jeunes. Parce que qui dit paix dit donner des perspectives à la jeunesse. Mais qui dit développement aussi dit donner de l'emploi à la jeunesse. Mais au-delà des jeunes, nous allons traiter les problématiques femmes et entrepreneuriat. Parce que la clé du développement demain dans le monde rural, ce sont les femmes. Mais tous ces gens-là sont dans les collectivités. Voilà pourquoi vos assises sur les collectivités, on va les tenir. On est en train de réfléchir sur le format. Et dès qu'on sera de retour au Mali, on verra concrètement comment on va les tenir. Je vais vous assurer sur ce point-là, parce que nous y tenons. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, j'ajoute que peut-être d'ici la tenue du sommet en janvier, nous aurons mis en place tout le dispositif pour assurer ce développement local. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de la décentralisation et de la réforme de l'État sur le transfert intégral des 30% des ressources budgétaires. Donc les collectivités, les régions seront là, les cercles sont là. Nous allons recevoir à l'horizon 2018, mais déjà la loi de finances 2016 et 2017 prévoit déjà de provisionner ce fonds-là qui sera mis en place. Il sera mis en place parce qu'il est déjà dans l'acte arrêté par le gouvernement. Le plan gouvernemental de transfert des compétences et des ressources est prêt, est rentré dans le processus d'approbation gouvernementale. Donc tous les instruments juridiques, financiers et institutionnels seront prêts avant le sommet. Disons que la décentralisation sera une réalité effective. Je rappelle que certains de nos pays dans l'espace UMOA sont à 2, 3, 4, 5% de transfert des ressources publiques. Nous serons à 30%, peut-être même un peu plus que la France dans ce domaine-là. Donc c'est dire que les préoccupations qui seront discutées, l'emploi pour les femmes, les hommes et les jeunes, déjà le développement local prendra cela en charge et déjà les régions sont en train d'exécuter les contrats-plans. La région de Ségou va rentrer avec l'AFD et les ressources maliennes propres en train de mettre en chantier des grands ouvrages de développement. La région de Sikasso est déjà opérationnelle. Tombouctou a signé. C'est dire déjà que ce qui a été dit lors des États généraux de la décentralisation, ce qui est dans l'accord d'Alger, bon, nous y avions déjà pensé en 2012. Nous l'avons déjà rabâché en 2013. Bertrand est là, il était avec nous dans les camps des réfugiés. Donc quand nous disons que nous travaillons avec les collectivités françaises, ce n'est pas de la littérature. Bertrand et moi, nous étions dans les camps des réfugiés, bien avant les services gouvernementaux. Déjà, quand les gens sont partis, on était au Burkina. On a vu toutes les autorités, on a vu les autorités burkinabées, on a vu les autorités françaises, mais nous étions dans les camps
Et nous avons pu faire revenir des réfugiés avant même que le processus ne soit engagé. On leur a dit, vous n'avez rien à faire ici, et ils sont retournés. Donc c'est dire que les collectivités ensemble, françaises, maliennes et de l'espace UMOA, nous travaillons ensemble parce que nous avons associé le Conseil des collectivités territoriales de l'UMOA dans cette aventure aussi pour montrer la solidarité ouest-africaine et faire en sorte, et j'en discutais la semaine dernière au siège de l'UMOA avec l'ambassadeur Wan, que dans le programme Paix et Sécurité, justement, on prenne en compte cette dimension sous-régionale et que l'Union soit aux côtés du Mali, et elle l'est depuis 2012. Voilà ce que je voulais ajouter, à dire que là, on a mobilisé la solidarité internationale, mais également la solidarité ouest-africaine pour que tout le monde se sente concerné. Et nos camarades du Niger l'ont dit l'autre jour, parlant des problèmes migratoires, en disant, le président de la région d'Agadez, il dit, moi je suis le dernier point avant le désert libyen. Donc aidez-nous dans l'espace UMOA à faire face au phénomène migratoire. Donc là aussi, les collectivités ont pris cette question en charge. Nous avons une commission, nous avons des engagements que nous allons porter au niveau de l'Union pour dire, si nos jeunes partent, c'est qu'il y a une crise parce que les systèmes de production ont éclaté depuis 40 ans. COP21, je l'ai dit, nous sommes dans l'éclatement des conséquences des changements climatiques. Nous le vivons depuis 40 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes conscients de cela. Le SILS a été créé dans cet objectif-là et nous essayons de faire un effort de mémoire pour dire nous avons des résultats et nous allons les prendre cette fois-ci en charge. Et avec le plan, je terminerai avec ça, gouvernemental de transfert des compétences et des ressources aux collectivités, eh bien, c'est mon camarade de Ségou qui aura à gérer le problème d'emploi de Ségou. C'est mon camarade de Tombouctou qui aura à gérer cela parce que c'est déjà transféré et il a les contrats plans, c'est à lui de le mettre dedans ou de ne pas le mettre dedans. Mais on ne peut plus accuser l'État central de ne pas faire son travail. C'est du ressort des collectivités. Donc voilà les avancées de la décentralisation au Mali. Ce n'est plus des mots, c'est des actes qui sont en train d'être pris et certains sont déjà pris. Et si l'on parlait de coopération entre les collectivités maliennes et françaises, quel serait le point de vue du président de l'association des municipalités ? Je leur dis, voilà, c'est l'information que je leur porte. C'est-à-dire aujourd'hui, hier, quand on s'est séparés il y a 1 an, lors du 6e forum, on n'était pas à ce stade-là. Aujourd'hui, nous avons franchi une autre étape. Nous nous disons, bon, voilà, nous sommes à ce niveau-là. Quel accompagnement pour vous? Nous demandons un accompagnement politique. Ouais. Parce que la France est présente au niveau du conseil d'administration du FMI. La France est présente au niveau du conseil d'administration de la Banque mondiale, où nous ne sommes pas. En disant, bon, faites un effort, messieurs, dames, pour que ce transfert de ressources soit effectif. Les universités françaises, à travers les collectivités, il abrite le Britannique militaire, nous dit, accompagnez-nous dans cet exercice de réflexion et d'accompagnement, parce qu'il s'agit de cela. Mes amis de Grand Paris Sud sont là, mais nous travaillons ensemble sur le plan culturel, donc nous les informons au quotidien en disant ce que nous faisons ensemble. Je terminerai par ceci, c'est terre à terre. J'étais tout à l'heure avec les compagnons du devoir. C'est pourquoi? C'est pour améliorer la qualité du tissu économique malien en milieu urbain. Donc c'est des maîtres ouvriers français qui iront former des ouvriers maliens. C'est ça aussi la coopération. Et nous l'avons à travers quoi? À travers les collectivités décentralisées, avec les ONG françaises. Donc nous mobilisons toutes les compétences pour que ce que nous voulons faire à la base, eh bien, ça vienne en complémentarité avec ce que l'État central fait pour que les fonctions régaliennes soient les mieux remplies. Monsieur Chauveau. Oui, comme vient de le dire Boubacar, il faut mobiliser et nous, les collectivités, nous allons aussi mobiliser comme cela a été fait sur la sécurité à Koulikoro avec nos amis allemands, espagnols, etc. pour la formation des militaires maliens. Nous aussi, il faut que nous mobilisions nos partenaires de l'Union européenne qui sont déjà sur le terrain. Je pense bien sûr à nos amis allemands, à nos amis espagnols, quelques-uns. Mais donc, il nous appartient à nous de
de les mobiliser aussi sur cette journée-là. Et puis, parce que vous voyez des choses très très précises, et tout à l'heure Boubacar en a cité quelques-unes, mais lorsque il y a eu la visite d'État du président malien ici en France, et les journées à l'OCDE, la veille, à la réunion dont Bertrand Gallet a parlé tout à l'heure, la réunion que nous avons eue entre les régions maliennes et les régions françaises, où les uns et les autres, nous nous sommes engagés, par exemple, n'est-ce pas, sur l'aide technique, pas la maîtrise d'ouvrage qui vous revient, mais notamment pour les agences de développement économique des régions, qui doivent être pour vous un outil, comme vous l'aviez créé dans les années 2000 auprès des cercles. Donc cet outil, finalement, à des dispositions des régions, va être conforté, je suppose, par la loi, par la Constitution bientôt, et les lois qui doivent fixer, bien sûr, l'organisation et les compétences des régions. Voilà un exemple très concret, n'est-ce pas, où les collectivités vont être partenaires. Bertrand Faure, je vois que vous notiez des petites choses. Au-delà de cela, bien sûr, vous pourrez l'évoquer, mais est-ce que la recomposition du paysage régional français peut inquiéter légitimement les correspondants régionaux ou de grandes communes maliennes ? C'est une bonne question qu'on se pose, pas uniquement pour le Mali, pour tout vous dire. C'est une question dont nous n'avons pas encore la réponse, mais dont nous avons des éléments de réponse pour l'instant. S'agissant, donc il y a eu des changements institutionnels que vous connaissez en France, les nouvelles régions, la création des métropoles, le changement de leurs compétences en France et non pas à l'international. Toutes les collectivités locales, quel que soit leur niveau, je le répète souvent, peuvent agir à l'international. Un département peut agir dans le domaine économique comme une commune, même si, en France, les compétences ont été spécialisées. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir pour la coopération décentralisée. Mais au-delà de cela, les régions sont en train de faire aujourd'hui leur inventaire, leur stratégie pour les années à venir. Les métropoles françaises sont très, très allantes en ce moment. Quelque part, c'est un peu de moteur relais dans cette période post-électorale en France. Ce que je note, c'est un regain d'intérêt pour le Mali. Dans le cadre de l'appel à projet triennal que le ministère des Affaires étrangères cofinance, il y avait, je crois, 5 projets Mali qui ont été adoptés au printemps dernier. Peut-être d'autres seront déposés dans le cadre de l'appel à projet climat, sur des projets spécialisés climat. Donc, alors que l'année dernière ou précédemment, on sentait bien qu'il y avait une grande réserve à s'engager de nouveau au Mali. Les collectivités maintenaient leur coopération en cours, mais étaient encore dans l'expectative de tout ce que vous venez d'annoncer, monsieur, sur la décentralisation, des bonnes nouvelles en termes de stabilisation, de sécurité, etc. Bien sûr, il reste toujours la question de la zone rouge, la zone orange, etc., qui limite encore, c'est vrai, les déplacements des collectivités françaises. Nous sommes en train d'essayer d'y apporter une solution la plus adaptée possible, de façon à favoriser le plus possible cela. Dans le cadre justement de cette période de transition, précisément, et je vais passer le micro à Bertrand Gallet parce qu'il apportera des précisions utiles à ce sujet, nous avons décidé de soutenir Cités Unies France pour la mise en place d'un agent à Bamako, précisément pour accompagner les collectivités françaises en lien avec les associations faîtières, pour précisément faire redémarrer la machine de façon positive. Ah d'accord, ça c'est un petit... Voilà, une divulgation. C'est un plus important. Ça faisait des années qu'on disait qu'il fallait absolument avoir un bureau à Bamako. Et grâce au ministère des Affaires étrangères, que je remercie, nous allons pouvoir ouvrir un bureau. La personne est déjà choisie. Elle est d'ailleurs... Alors, est-ce que cette personne est là ? Elle est là, voilà. Bonjour. Malika, que vous allez apprendre à connaître parce qu'elle va vous harceler. Et elle va surtout être là aussi pour recevoir les demandes des collectivités françaises, organiser des réunions avec des collectivités qui ne sont pas à Bamako, mais qui pourront venir pour que les collectivités françaises n'aient pas à aller dans les zones rouges. Toutes choses, et puis c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un sur place pour
faire partie du club des donateurs pour travailler avec les bailleurs, etc. Donc là, elle est de passage à Paris. Là. Elle va bientôt, elle repart dans quelques instants. Elle est de passage à Paris, oui. Alors c'est compliqué pour des questions de sécurité parce que Bamako n'a pas une très très bonne réputation, mais les choses vont se régler. Il faut savoir aussi qu'une des missions que nous lui avons données, c'est de travailler avec l'Union européenne. Nous avons rencontré, nous étions ensemble d'ailleurs, l'ambassadeur européen à Bamako, qui nous a vraiment dit qu'il était très très décidé à aider les collectivités, enfin les partenariats franco-maliens, les coopérations décentralisées, et qu'il y avait un certain nombre d'appels à propositions, d'appels à projets sur lesquels nous allons travailler avec en bonne intelligence avec la délégation européenne. Sur l'état général de la coopération entre les villes françaises et le Mali, est-ce qu'il y a par ailleurs un autre point que vous vouliez souligner de votre côté? Moi, c'est plutôt un point positif, c'est-à-dire après tout ce qui s'est passé, la guerre, les zones rouges, l'attaque de l'hôtel, etc., tout ça donne une image assez épouvantable. Vue de loin, quand on est à Bamako, on n'a pas ce sentiment-là, évidemment, mais il y a toujours un effet de loupe à travers la télévision. Malgré tout ça, les collectivités françaises n'ont absolument pas l'intention de déserter le Mali. On parlait des régions, une grande région française qui s'est élargie, regarde d'un très bon œil tout ce qui a pu être fait avec le Mali et n'a pas du tout l'intention d'arrêter. Donc on est plutôt optimiste. Madame et messieurs, est-ce qu'il y a un dernier mot que vous avez envie de transmettre, soit à vos pairs, soit à des invités qui seraient au-delà de cette caméra et au-delà de cet écran ou de ce lieu? Le dernier mot, le mot de l'envoi, comme on dit en religion, il sera porté par Madame. Allez, voilà, puisque l'avenir sera féminin. Non. Prenez quelques secondes. Voilà. Non, juste pour rassurer les uns et les autres par rapport à la sécurité dans les collectivités. Parce que, bon, mon voisin vient de dire que Bamako, en tout cas les collectivités ne sont pas sûres. Je voudrais dire que en ce moment, l'image, bon, c'est pas une image aussi épouvantable qu'on le dit. C'est un peu partout, d'ailleurs, dans le monde entier. On se rend compte que, bon, il y a des actes qui sont posés. Ce n'est pas seulement des actes qui sont uniquement destinés au Mali, de façon générale, mais on se rend compte que, bon, quand même, les actes terroristes, chacun le vit dans son... Donc, pour vous dire que franchement, pour en tout cas le sommet, je reviens à ce sommet Afrique-France, toutes les mesures sont en train d'être prises pour que vraiment Bamako, le Mali, soit une destination sûre. À cet effet, nous avons l'appui de nos amis français pour quand même nous aider à travailler de telle sorte que pendant en tout cas le sommet et au-delà même que Bamako, le Mali, soit sûr, une destination où on peut aller, où on peut investir, où vraiment on peut travailler. Voilà. Nous avons 6 mois pour préparer nos valises. C'est ça. Bon, moi, je voudrais rassurer sur le plan de la sécurité parce que d'abord, des formations ont commencé il y a longtemps. Les choses sont en cours. Mais ce qui est important, c'est que les collectivités vont avoir un rôle très important à jouer dans le domaine de la réconciliation, à travers la mise en œuvre de projets. Parce que tout ce problème, c'est de donner des perspectives aux gens dans les localités. Et un des éléments d'ailleurs, on en parlait hier, par rapport à ces assises des collectivités, on a pensé prendre même l'eau comme facteur de paix, l'eau comme facteur intégrateur. C'est un des sujets qu'on pourrait traiter pendant cette réunion des collectivités, parce que la problématique de l'eau est essentielle dans les pays du Sahel. Donc on a vraiment besoin des collectivités pour nous aider.
Et enfin, le Mali voudrait que nos amis viennent nombreux, parce que le Mali, c'est un pays d'accueil, un pays d'hospitalité, un pays où il fait bon de vivre. Et on vous y attend. Merci. Bien, ne changez rien et changez tout à la fois. Bonne fin de séjour. À bientôt. Au revoir.